La ruée vers l'or n'est pas terminée. Ce rêve de fortune des hommes les plus pauvres, immortalisé dans le film de Chaplin, continue d'inspirer des cinéastes comme Idrissa Ouedraogo. Il y a trouvé, il y a quelques années, la matière d'un film sur les chercheurs d'or de son pays, le Burkina Faso. Et le personnage de Charlot hante toujours son imaginaire d'enfant. Mes premiers souvenirs de Charlot, ça remonte il y a très longtemps. Je devais avoir 6 ans au CP1. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, dans le village où j'ai grandi et où je tourne un film en ce moment, où j'ai tourné la quasi-totalité de mes films, il y avait l'église catholique. Il projetait beaucoup de films, mais avec un but d'évangéliser les enfants, les jeunes. Et donc les films les plus attrayants, bien sûr, les films de Charlot. Pendant qu'Idrissa Ouedraogo tourne ce 3 novembre 2002 son 8e long métrage dans la campagne environnante, les enfants de Waïgouya, sa ville natale, découvrent à leur tour la ruée vers l'or. C'est la première fois de leur vie qu'ils voient un film avec Charlot, et le miracle se produit immédiatement. Ce qu'on retenait le plus, c'était tous les moments de rire, sa démarche un peu bizarre, unique, j'allais dire, et aussi le fait que c'est un petit bout d'homme, c'était comme nous, c'est un adulte, mais c'était en même temps un enfant, et je pense que c'est ça qui a créé un lien d'affectivité entre moi et Charlie Chaplin et puis tous les jeunes de mon âge. Parce que dans Charlot, c'est les sentiments qui sont le plus importants et les sentiments sont universels. On ne voit pas de couleur de peau, on ne voit pas de couleur on voit pas un blanc, on voit des émotions. L'idée de cette scène était venue à Chaplin après la découverte d'un fait divers tragique survenu au siècle dernier à un convoi d'immigrants. Les malheureux, guidés par un certain George Donner, s'étaient trouvés bloqués dans les neiges de la Sierra Nevada à la hauteur du lac Tahoe. Ils n'avaient pu survivre qu'en mangeant leurs chiens, la peau de leurs vaches, puis leurs propres mocassins, avant de consommer la chair de leurs compagnons morts. Transformant cet événement tragique de cannibalisme en comédie, Chaplin en fit l'argument dans la fameuse scène du poulet de la ruée vers l'or. Dans le scénario initial, Big Jim hallucinait un volatile grandeur nature qui se métamorphosait en Charlot quand il essayait de le saisir. What's the matter, said the little fellow. I thought you were a chicken. Sur le tournage, Chaplin eut une meilleure idée. Big Jim n'imaginait plus rien. C'est Charlot lui-même qui était devenu un poulet. Ah, well, build up the fire, said Big Jim. What's the matter with you, said the little fellow. Come, my pretty bird, said Big Jim. Don't be childish.
foolish. It's me. You, said Jim. I'm sorry, I must be crazy. Huh. You're telling me, said the little fellow. There now, you go inside and I'll take the gun in case you lose it. Le plus commun des cinéastes aurait imaginé un coq grandeur nature, c'est-à-dire de ce qu'on voit tout le temps. Et là, il est allé plus loin, c'est quelque chose de gigantesque. Et c'est proportionnel au degré de son envie de manger, de la faim qui le tédaille. Et qu'importe que ce soit, alors à ce moment, un coq, un animal ou Charlie, il a tellement faim qu'il veut le manger. Un technicien du film endossa d'abord le costume de l'animal. Mais Chaplin n'était pas satisfait de sa prestation et les fondus enchaînés avec le petit homme ne fonctionnaient pas. Il enfila donc lui-même les oripeaux du volatile pour que le raccord soit parfait. Du coup, le poulet marcha comme Charlot. La faim et la confusion de Big Jim étaient d'ailleurs si grandes qu'il poursuivait Charlot dans la neige, son fusil à la main, dans une scène très développée. Chaplin tourna ses plans, mais seuls ceux qui furent filmés dans la cabane et dans ses abords immédiats furent gardés au montage. Un homme qui peut rire de lui délivre tous les hommes du fardeau de leur vanité, écrivait Élie Faure le poète en 1922 à propos de Chaplin. Songez donc, il fait rire avec sa faim, même avec la faim. La faim dont Chaplin avait souffert dans son enfance constituait depuis le début de sa carrière une source inépuisable de gags dans ses films. Dans La ruée vers l'or, ce thème de la faim allait trouver, dans son opposition au rêve de fortune qui est le sujet du film, une forme d'accomplissement, en même temps qu'il servait de fil conducteur à la comédie. Le projet de La ruée vers l'or prit naissance un dimanche d'octobre 1923, au cours d'une visite de Chaplin à ses amis Douglas Fairbanks et Mary Pickford. You know, he found that story at Pickfair. Yes, I gave Douglas one of these stereoscopic cards, you know. They were three-dimensional. Douglas had a whole library of them, and he stayed the whole afternoon. And that is where, what was called the Klondike, what was it called? Oh, the Gold Rush. The Gold Rush. In the great gold rush, Alaska was the hope and dream of wayworn men, the ruthless siren of the far north, beckoning thousands to her icy bosom, beckoning thousands to her unknown regions. The Chilkoot Pass was the great barrier to the goldfields. Over this pass, men faced untold misery and hardship. Many lost their lives, some fell exhausted wayside, others lost courage and turned back, but the brave went on. Chaplin avait commencé le tournage en studio le 8 février 1924, mais il avait décidé de reconstituer la scène inaugurale du film dans le décor naturel de la Sierra Nevada,
près de l'endroit même où les immigrants de George Donner avaient connu leur tragique aventure. Comme eux, il affronta ainsi la montagne, la neige, le vent, le froid. Pour les besoins de la scène, on creusa un sentier de 700 mètres de longueur à une altitude de 3300 mètres, le long d'une formation naturelle connue sous le nom de Sugar Bowl. Et le 10 avril 1924, 600 figurants, pour la plupart des vagabonds recrutés à Sacramento, la ville la plus proche, gravirent devant les caméras de Chaplin la fameuse passe enneigée. À cette troupe s'ajoutèrent tous les membres de l'équipe qui n'étaient pas occupés à autre chose, plus l'actrice principale du film, Lita Grey. A lot of snow, very deep snow, and we all had very heavy fur coats and 2 or 3 thicknesses of clothing, and it was cold. And there again, many retakes. We thought we'd never get off that location. 3 ans plus tôt dans Le Kid, Lita Grey jouait le rôle d'un ange dans une scène de rêve inoubliable. Ce tournage avait marqué la jeune fille qui avait repris par la suite le cours normal de sa vie. I went back to school after I finished the Kid contract. And I was bragging to Myrna about having worked for Charlie and what a marvelous man he was and so forth and so on. And she was intrigued. She wanted to meet him. So I said, well, we'd go to the studio and watch him work one day, which we did. And as soon as Charlie came out to greet us, he said, you're just in time because I've been testing brunettes for a part in the Gold Rush, this film that I'm going to make. So he did another film test on me and decided that I would be right for the part. Très vite, il apparut que les tempêtes répétées, le froid piquant et l'impossibilité d'obtenir un manteau neigeux continu gênaient les prises de vue au point qu'il fut décidé de revenir en studio tourner les autres scènes prévues dans la Sierra. Chaplin rapatria donc toute son équipe à Los Angeles. Le 2 mai 1924, tout le monde était de retour au studio prêt à poursuivre le tournage. Pendant les 2 mois qui suivirent, tandis qu'il retravaillait sur le script et les gags, l'atelier des décors s'ingéniait à recréer l'Alaska en studio durant l'été caniculaire de Californie. Des kilomètres de planches et centaines de mètres de fils barbelés furent employés à cet effet. 200 tonnes de plâtre et 100 barils de farine furent nécessaires pour recréer la glace et la neige. La facture de quincaillerie indique que des centaines de pioches et pelles, des tonnes d'acier et de ciment, 400 kilos de clous, 3000 boulons furent aussi employés à la fabrication du décor. C'est alors que Lita Grey tomba enceinte de son réalisateur. Chaplin l'épousa et dut trouver une nouvelle actrice pour le rôle de l'héroïne. Ce fut Georgia Hale. He could make anyone do a scene. He did it, he felt it. He really did it himself. He acted himself. He acted the scene out for you, including every flicker of the eye. He just felt it, gave it to you, and instilled it into you so that you just had to give a terrific performance. I didn't want him to kiss me. The scene called for him to take me in his arms and give me a good big kiss. Charlie kept retaking it because he always retook everything to get the right reaction from me. And finally, I was in a rage, and I really slapped that fellow awfully hard across the face. And that was the take that Charlie took and really wanted, was that violent temper that came out when he kissed me once too often.
Pardon me, said the reporter, but who's the lady? Buzz, buzz, buzz. Oh, you don't say. Well, congratulations. Say, this will make a great story, and with a happy ending. And so it was. A happy ending. Ce fut en effet le happy end de la deuxième version du film recomposé par Chaplin en 1942. Et dans la version muette, sortie en 1925, la scène allait plus loin et le happy end était plus explicite encore. So when he had a chance to kiss me, then the kiss lasted way longer than it should have lasted. It went on, and then finally, and then he kept retaking it and retaking it. Then I was quite sure that his feeling for me was more than just a director for a leading lady. And of course, I knew what my feeling was all my life. Le tournage en studio avait en tout cas permis à Chaplin de maîtriser les effets des éléments naturels dans le sens voulu par la fiction, sans avoir à les subir réellement comme dans la Sierra Nevada. Dans le film, les éléments naturels jouent en effet le plus souvent à l'avantage de Charlot. Get out. Get out. Go on. Go on. Get out. Get out. And the wind also was giving Big Jim his troubles. Quand on regarde ça, on se dit comment il a pu faire ça. Puis l'idée première, tu te dis, un gros ventilo à la porte. Mais on voit que ses habits ne font pas du vent quand on regarde, c'est bien. Donc, c'est pas un effet comme ça qu'il a utilisé. Il a dû sûrement utiliser, ici on aurait utilisé peut-être du savon sur les semelles pour pouvoir mieux patiner. Mais enfin, et puis c'est sur quelque chose d'assez légèrement incliné, dont on ne sent pas trop bien l'inclinaison qui permet aussi cet effet. Go on. Get out. C'est dynamique, on y croit, on est dedans. Et puis c'est fabuleux parce que on pense que le mec il est très très fort et il va le foutre dehors. Et puis il y a des événements extérieurs, une intempérie qui vient régler tout le problème, c'est-à-dire qui empêche Charlot de sortir. Et ça fait que c'est le bonhomme qui est gros, qui est fort, qui lui-même est éjecté de sa propre maison. Something must be missing underneath, said the little fellow. I'll go outside and see what it is. Pour cette séquence, Chaplin travailla avec des modèles réduits. Encore fallait-il assurer sans rupture de rythme les passages de la miniature à la cabane grandeur nature. Le synchronisme parfait des mouvements, plus le savoir-faire des techniciens les rendirent quasiment imperceptibles.
En regardant ces films, on voit quelle ingéniosité, quel talent ils ont, avec quoi, il n'y a pas de trucage moderne comme les ordinateurs, mais ils arrivaient à faire des choses extraordinairement fantastiques. Ça veut dire qu'il y avait de la réflexion réelle sur le cinéma et que aujourd'hui le cinéma devient un peu une addition de moyens financiers et d'effets spéciaux très chers, et que c'est vrai, ce n'est plus à la portée des pauvres, en guillemets, et les pauvres devraient, en guillemets, se dire que ce cinéma que nous avons tant aimé et qui existe encore peut être des références extraordinaires et peut dire que le cinéma est à la portée aujourd'hui de tout le monde. Terminé le 15 mai 1925, après 15 mois de travail, le film fut monté en 9 semaines et présenté peu après, en avant-première mondiale, au Grauman Egyptian Theatre de Los Angeles. Ce fut un triomphe. Pour la version synchronisée du film, ressortie 17 ans après, Chaplin modifia peu le montage. Il composa une musique pour accompagner l'action, écrivit des dialogues et un commentaire qu'il assura de sa propre voix. Dans le monde entier, le film fut un événement. À Londres, sa ville natale, la BBC diffusait une émission de 10 minutes où l'on entendait seulement les rires des spectateurs pendant la projection. Lors de la première berlinoise en 1925, le public applaudit si fort la scène des petits pains qu'on dut la projeter une deuxième fois. Exemple plus pur de l'ingéniosité qui ne doit rien aux moyens financiers, cette scène constitua d'emblée une référence et fut rejouée par Chaplin l'année suivante devant la caméra de son ami Ralph Barton. Chaplin n'était d'ailleurs pas le premier à la porter à l'écran. Fatty Arbuckle lui avait emprunté l'idée au temps où ils travaillaient tous deux chez Maxenet et l'avait déjà filmé en 1917. Et dans La rue est vers l'or, la scène est plus qu'un gag ou une idée. Elle est exécutée avec une telle dextérité qu'elle atteint une poésie qui reste inégalée. And there was Georgia caressing him with her smiles and tender glances. And the girls called for a speech. But he was too happy to speak. All that mattered was Georgia was there. Georgia. So he muttered and stuttered and finally said, I can't make a speech, but I'll do a dance. And a dance he did with the rose.